Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu ce soir. Je suis ravie de revenir au Pavillon Blanc, puisque l'année dernière j'étais chargée aussi du cycle des conférences, donc on était sur une thématique autour de l'art et de l'écologie, et c'était une très chouette expérience. Donc effectivement cette année ça va être sur l'exploration, ça va être tout aussi intéressant, mais j'ai fait le parti pris de scinder dans deux grandes thématiques les 6 conférences. Donc là, une première thématique qui comprendra 3 conférences et une autre thématique qui comprendra 3 conférences. Ça permettait de vraiment, pour moi, de faire le tour du sujet en abordant les choses sous un différent angle. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je suis Morgane Régnier, enseignante en arts plastiques dans le secondaire, mais également dans le supérieur. Je donne des cours dans une fac privée actuellement et dans un collège. Et je suis une grande passionnée d'histoire de l'art et de questions autour de la sociologie aussi, énormément. Quelle place a l'art dans notre société, qu'est-ce qui s'y joue, comment est-ce qu'on peut parler de choses qui peuvent paraître délicates aussi. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, dans mes conférences, j'ai tendance à utiliser des artistes assez contemporains, très contemporains même. Des jeunes artistes émergents qui ont souvent un positionnement politique assez fort. Mais voilà, on pourra en rediscuter dans la phase des questions, etc. Donc pour cette fois-ci, j'ai imaginé, pour la toute première conférence, j'ai imaginé une première thématique autour de l'exploration évidemment, et de la question du privilège au savoir situé. Donc on va définir à la fois ce qui est... le privilège, je pense qu'on voit à peu près tous ce que c'est, mais on va l'aborder à travers des exemples d'artistes, et puis on va définir le savoir situé qui a été conceptualisé entre autres par Donna Haraway. Et sur cette grande thématique, donc il y aura 3 conférences qui vont suivre. Et la première, c'est un espace à soi. Je suis partie de là parce que c'est des questions qui m'ont beaucoup... dans lesquelles j'étais très active pendant mes études. De qu'est-ce qu'est un espace à soi, est-ce que l'espace à soi est politique, et on va voir un petit peu à travers des exemples toutes ces choses-là. Donc je vous présente un petit plan, c'est un peu formel, mais c'est toujours agréable de voir à peu près ce qu'on va traverser ensemble. Ça a un petit peu bougé par rapport à ce qui a été présenté jusqu'alors, parce que forcément quand on fait un travail de recherche, on cherche le fil conducteur, et quand on le trouve, on va chercher des exemples qui sont plus en lien avec là où on veut en venir. Donc dans un premier temps, je vais parler d'un espace à soi comme l'espace psychique, avec divers exemples, et on va forcément effectivement passer par Virginia Woolf et son ouvrage Une chambre à soi. Je vais peut-être pas détailler tout le reste du plan puisqu'on va le voir, mais dans un deuxième temps, on va parler plutôt de cet espace intime et du coup politique aussi. J'aime bien introduire en proposant des définitions des termes, tout simplement parce qu'au moins on sait tous ensemble de quoi on parle. Et entre autres ici, la grande thématique, c'est le terme exploration. C'est un terme qui est très chargé d'histoire, puisqu'il rappelle un petit peu la période où, entre le 15e et le 16e siècle, il y a eu tout un travail autour de l'exploration du monde, et ça a eu des répercussions sur l'histoire, sur notre histoire actuelle, et aussi sur l'histoire de l'art. Ça a dessiné beaucoup de choses. Donc le mot exploration vient du latin exploratio, dérivé de explorare, qui signifie donc examiner, rechercher, inspecter. C'est vraiment cette idée d'aller chercher ailleurs de nouveaux sens, de nouvelles choses. Et ça fait forcément un peu référence aussi à la période coloniale des explorations des Européens dans les autres continents. L'exploration, c'est la découverte du monde. Et effectivement, entre le 15e et le 18e siècle, il y a tout un pan de la peinture, sculpture, et c'est un peu le début aussi des collections où on va venir chercher
piller aussi des objets et les ramener, s'en inspirer, et ça va nourrir comme ça l'histoire de l'art, notamment européenne. Dans le cadre plus des arts plastiques, j'ai pensé à l'exploration vraiment de la matière, de la forme, en fait les moyens de création finalement. Donc on va utiliser pour ça des techniques, par exemple la perspective, pareil, durant la période de la Renaissance, qui va changer tout le cours de l'histoire de l'art dans la manière de construire par exemple un tableau. Il va arriver également la photographie. Dans un premier temps, elle arrive pas forcément en tant qu'art, et elle va avoir beaucoup de mal à se faire une place en tant que art à part entière, mais elle arrive, elle va s'installer. Il y a également la vidéo, et aujourd'hui il y a le numérique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais l'IA a forcément modifié aussi beaucoup de choses en termes de technique. Ensuite, il y a l'idée du peinture par exemple figurative, abstraite, le réel, le virtuel. C'est une idée d'expérimenter, de tenter, de découvrir de nouvelles façons de représenter le monde finalement. Et puis, on peut penser aussi au romantique avec l'exploration intérieure. Donc l'artiste devient un explorateur de lui-même, va venir chercher un peu dans ses émotions comment représenter le monde. On pense notamment aux impressionnistes avec cette touche qui ne veut plus représenter le réel tel qu'on le voit, parce que finalement, quel est l'intérêt de représenter une chaise telle qu'on la voit? On la voit déjà. Mais d'apporter une touche en fait qui va venir parler de cette émotion, de cette sensation qu'on a dans le corps lorsqu'on voit cet objet qui est rempli d'affect pour des raisons familiales ou autres. Et bien évidemment les surréalistes avec leur rapport à l'inconscient et toutes les expérimentations qui en a découlé autour de leur recherche artistique. Donc finalement l'exploration, elle nourrit l'imaginaire. Et l'art devient un petit peu une quête existentielle et un terrain propice à ça. Donc un espace à soi, un espace psychique. L'espace à soi, on peut penser à l'espace mental finalement, quelque chose de subjectif et de très intime. C'est un espace où l'on se sent chez soi. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus. Je pense à Bachelard comme ça, ou plus récemment, il y a Mona Chollet. Il y a vraiment une idée de rechercher quelque chose autour de soi. Et c'est un endroit où l'exploration de soi est possible, où tous les paramètres sont réunis. Un espace physique de mémoire sensorielle qui est propice à l'épanouissement personnel, peut-être. La notion d'espace à soi, elle est popularisée, entre autres par Virginia Woolf, dans un essai assez connu qui s'appelle « Une chambre à soi », qui a été rédigé en 1929 pour répondre à un appel de conférence sur la littérature et les femmes, entre autres. Et elle désigne à la fois cet espace matériel, donc un lieu physique, ou créé. On va le voir un peu après avec le combat de Virginia Woolf. Et un espace symbolique, une légitimité, une voix, un regard autonome, et entre autres notamment lié au fait que Virginia Woolf, c'est une femme et qu'elle souffre de son statut à cette époque-là pour de la légitimité et un droit de créer tout simplement. Donc là voilà, un portrait de Virginia Woolf. Donc au début, c'était vraiment un travail d'écriture qui lui a été proposé, et puis finalement, ça lui a posé de vraies questions, la question de la place des femmes artistes dans le monde dans lequel elle était, entre autres en Angleterre, dans les années 1940, 50, 30 même. Les injustices donc liées à la condition féminine, les inégalités face au travail créatif et l'impact direct sur la créativité des femmes. Et c'est un petit peu comme ça qu'elle a écrit cette fameuse phrase qui est extrêmement connue à propos de ce livre. Pour écrire, une femme a besoin de deux choses, 50 livres de rente, 500 livres de rente et une chambre à soi. Donc c'est vraiment l'idée d'une autonomie financière et d'un espace dans lequel elle puisse s'émanciper et avoir accès à ses pensées. Elle donne comme exemple des générations avant elle, donc Jane Austen par exemple, qui devait se cacher, ou les sœurs Brontë,
pour avoir un espace un petit peu, puisque les femmes n'étaient pas censées avoir le droit d'écrire, qui se cachaient dans un coin de maison pour pouvoir écrire quelques mots, et le grincement de la porte leur faisait claquer les bouquins cachés immédiatement. Donc elles étaient coupées dans leur créativité. Et en fait, elles se questionnent énormément sur le fait d'être dans une forme de créativité par volonté, par besoin, mais finalement dans des conditions qui ne sont pas du tout égales à celles des hommes, qui, eux, peuvent complètement jouir d'un lieu et d'une légitimité. Donc espace à soi, c'est aussi un espace intime où on peut être pleinement soi et dans une forme d'égalité et de l'égalité même. Donc c'est un petit peu la question qu'elle pose. Est-ce que l'ouvrage aurait pu être mieux sans ce stress et ce manque d'espace personnel, cette illégitimité ? Elle donne pour ça, par exemple, l'exemple de William Shakespeare qui, en imaginant qu'il ait une sœur qui soit talentueuse et qui veuille écrire des pièces, mais elle n'a pas ce droit-là. Finalement, est-ce qu'elle aurait eu, bon, sans parler du fait que c'est une autre personne, mais est-ce qu'elle aurait pu avoir autant de succès, de notoriété et s'épanouir autant dans son talent ? Ben, elle explique qu'a priori, ça semble compliqué puisque William Shakespeare n'avait pas ces contraintes-là. Donc Virginia Woolf décrit finalement des siècles d'inégalités économiques, politiques entre les hommes et les femmes. Écrire, c'était forcément une activité qui était masculine, même si, et donc les femmes le faisaient en cachette, et créer ces espaces secrets, mais ces espaces aussi de stress. Ainsi, posséder une chambre à soi et de l'argent pour son indépendance financière, pour se munir du peu de choses qu'on a besoin, permettrait d'écrire et de créer dans des bonnes conditions. Alors au départ, je ne sais pas trop pourquoi, mais m'est venue l'image du film Anatomie d'une chute de Juliette Riet. Ah pardon, ça a sauté. Ouais, merci. Donc le film Anatomie d'une chute, qui, je vais essayer de ne pas trop dévoiler l'intrigue si vous avez envie de le voir. Si vous l'avez déjà vu, vous êtes au fait. Mais on voit là Sandra, le personnage principal, qui est une autrice reconnue et qui habite dans un chalet isolé avec son mari Samuel et son enfant Daniel de 11 ans qui est malvoyant. Une dispute entre le couple explose et l'enfant, donc c'est au tout début du film, je vais être obligée d'en dire un peu plus quand même, découvre le cadavre de son père qui a chuté en fait de l'étage du chalet, mort, ensanglanté dans la neige en bas de chez eux. Et là démarre en fait l'intrigue où les premiers soupçons vont se porter sur ce personnage principal, Sandra, qui est donc cette écrivaine relativement reconnue. Et c'est une lecture fine des rapports de pouvoir entre les couples modernes. Il y a finalement une espèce d'inversion des rôles traditionnels de genre où ici le personnage féminin est présenté de manière très dure. Disons qu'elle lâche pas du tout sa position. Et il y a une tension en fait permanente entre création, reconnaissance et dépendance affective de ce couple où on a par des bribes de discussion une compréhension en fait de ce qui se jouait entre les deux, qui étaient tous les deux auteurs finalement. Et c'est une réflexion sur la manière dont la société juge la réussite artistique féminine. Je l'ai reçu en premier abord comme ça. Je me suis renseignée ensuite parce que je voulais comprendre s'il y avait une légitimité dans ce que je ressentais. Et finalement, le film ne présente pas que Sandra comme une simple dominatrice vraiment assise sur ses positions, mais comme une femme prise dans un système, le système qui est le nôtre, où toute réussite féminine est encore perçue comme une transgression finalement, même si officiellement elle est légitimée. Donc voilà un peu le bond qui s'est fait entre Virginia Woolf et ce film récemment sorti.
Bon, je tenais quand même à dire qu'ici, vous avez sûrement dû le remarquer, on est dans des représentations d'une population qui est relativement bourgeoise, aisée et entre autres privilégiée. Et ça pose du coup d'autres questions, celle de l'invisibilisation d'une grande partie de la population. Quand on ne fait pas partie de ces personnes privilégiées, bourgeoises, comme l'était Virginia Woolf par exemple, hein, elle vient d'un milieu anglais extrêmement bourgeois, ou en tout cas l'ambiance du film d'Anatomie d'une chute. Les personnes qui ne se sentent pas représentées, par exemple non occidentales, marginalisées, plus précaires, racisées ou handicapées, vont pas vivre le phénomène d'identification. Et c'est un petit peu comme ça que que j'ai pensé à cette idée d'une exploration en fait en partant du privilège, mais aussi en allant un petit peu plus loin vers le savoir situé que je vais vous définir juste après et qu'on avait déjà vu l'année dernière lors des conférences sur l'art et l'écologie. C'est un concept qui est très intéressant, qui date de 1988. Le savoir situé, c'est un concept théorisé entre autres par Donna Haraway, qui présente ce concept dans Situated Knowledge, qui est un ouvrage théorique. Le savoir situé désigne l'idée que toute connaissance est produite à partir d'une position particulière. Elle a écrit cet essai en tout premier lieu pour parler du milieu de la recherche scientifique. Donc il faut imaginer que dans le milieu de la recherche, d'autant plus dans les années 80, c'était un milieu qui était extrêmement masculin. Donc un entre-soi en quelque part, et les recherches étaient un petit peu présentées comme objectives seulement, on n'avait qu'un point de vue, et entre autres c'était des chercheurs d'un certain âge avec une certaine forme de privilège dans la société, et du coup tout le reste du pan de la population n'était pas du tout pris en compte dans les études. Donc c'est pour ça qu'elle parle d'une position particulière, donc une position sociale, culturelle, corporelle, historique, et qui n'existe donc pas de point de vue neutre ou universel, puisque la recherche, elle se fait humainement par un cercle de personnes. Il faudrait une diversité de personnes énorme pour réussir à avoir une forme de neutralité. Donc elle critique ce mythe du savoir objectif, détaché du monde, et propose au contraire une objectivité incarnée par soi. Finalement, quand on propose quelque chose, moi aujourd'hui, en vous proposant mon point de vue, je le fais à travers la femme que je suis, dans la stature sociale que je suis, dans le pays que je suis, et tous ces facteurs-là vont faire que je vais avoir une orientation particulière. Et c'est pas un problème en soi. L'important, c'est de savoir qu'on a cette position particulière. C'est un petit peu ce que nous dit Donna Haraway. Donc cette objectivité incarnée qui reconnaît la position du sujet connaissant et la responsabilité qui en découle. On ne peut pas asseoir science exacte, neutre de tous ces facteurs-là si on n'a pas conscience de la position dans laquelle on est. Donc je trouve que c'est un concept qui est quand même relativement intéressant pour avoir une lecture du monde. De cela, j'avais envie de vous parler d'un projet qui a été inauguré il y a peu de temps, en octobre 2025 à Paris. Donc la Maison des mondes africains, qui a justement un peu ce parti pris de proposer une diversité de possibles. Donc c'est un institut culturel qui vient d'ouvrir, qui a été inauguré il y a peu. Et il a vraiment cette volonté politique de renouveler les relations culturelles, entre autres entre la France et le continent africain, et de créer un espace où les personnes non représentées dans la société et dans l'art le sont ici. Et une représentation, une visibilisation des personnes, entre autres, afro-descendantes. Donc c'est un espace qui est complètement opposé aux standards du musée traditionnel. Je vous ai mis une image ici, on voit que c'est un espace traversant, extrêmement lumineux et chargé de beaucoup d'informations visuelles et colorées. La première artiste à avoir exposé dans ce lieu, c'est Roxane Mbanga, que j'aimerais vous présenter. Donc j'ai pas eu l'occasion de faire l'exposition moi-même. En général, j'aime bien parce que je trouve qu'on parle
mieux de ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu avec ses émotions. Mais c'est une amie qui m'a raconté sa propre expérience et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant pour faire cette passerelle justement de cette question de la diversité des possibles et d'ouvrir en fait le regard à autre chose qu'un art privilégié, entre guillemets. Donc Roxane Mbanga est une artiste pluridisciplinaire. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à son installation qui s'appelle Noir, en majuscule, qui est une installation complètement immersive. On voit une des pièces ici, entre autres, c'est le salon. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle a pensé son projet. Mais dans tout premier lieu, j'aimerais mettre l'accent sur cette espèce de rupture quand même très forte avec les normes de l'exposition contemporaine, qui est celle du White Cube, qui a été conceptualisée par Brian O'Doherty. Le White Cube, en fait, c'est vraiment cette idée d'un espace sans fenêtre, au mur blanc, un cube blanc, où en fait il y a une forme de neutralité totale de l'espace pour pas empiéter ou engendrer une forme d'influence sur l'œuvre qui va y être exposée. Dans le travail de cet artiste, en fait on est totalement à l'opposé. Non seulement c'est un lieu qui est chargé et habité de beaucoup d'ornementation, mais en plus on peut le traverser et l'investir. Donc l'idée, c'est d'apporter une nouvelle manière de parler de l'art et de sa présentation. L'œuvre, dans sa globalité, je vais vous présenter, elle se décuple sous forme de pièces. Elle interroge la relation entre le corps vécu, intime et personnel, et le corps perçu, façonné par les projections sociales et culturelles. Noir, c'est un projet immersif du fait même qu'on le traverse, dans lequel l'artiste reconstitue des pièces de sa maison qu'elle dit rêver au sein d'espaces artistiques. En fait, elle crée des modules. Donc, ce que je vous montre là, c'est pas les modules qui ont été présentés à la Maison des Mondes Africains parce que j'ai pas trouvé de visuel dessus, mais à la Fondation H à Paris. Ces modules, en fait, elle imagine des pièces à chaque fois. Donc, il y a le salon, comme vous avez pu voir, la salle de bain qu'on va voir juste après, le marché, le balcon, la coiffeuse. Et c'est des pièces comme ça qu'elle présente un petit peu, donc des fois plusieurs dans une seule et même structure muséale, ou des fois qu'une. Ça dépend de ses projets. Donc la maison rêvée de l'artiste, elle la propose donc forcément à elle-même, mais aussi à ses visiteurs, à ses spectateurs. Et ils sont représentatifs, entre autres, de plusieurs cultures. Elle est elle-même française, d'origine camerounaise et guadeloupéenne. Et donc elle va proposer comme ça son regard multiculturel. Donc c'est un lieu où elle propose de s'asseoir, de dessiner, de lire, de jouer, de se détendre ou tout simplement d'être au chaud. Et le tout gratuitement. En fait, on peut investir pleinement l'œuvre et finalement le spectateur fait œuvre en prenant part dans ces pièces-là. Elle insiste aussi sur la présence d'objets quotidiens, ce qui est quand même souvent un petit peu contraire à ce qu'on pourrait imaginer du musée. C'est des objets comme des jeux, des bouquins, des sièges, toutes ces choses quotidiennes qu'on a autour de nous et qui vont faire que notre regard, quand il arrive dans ce lieu, il a une forme d'apaisement et il ne se sent pas forcément obligé d'avoir les codes, entre autres les codes de quelqu'un qui est capable de rentrer dans un musée. Comme l'explique Pierre Bourdieu dans une étude qu'il a fait au musée Pompidou à Paris, en fait, on n'a pas tous la même chance, selon notre environnement familial, de rentrer dans un musée d'art contemporain. C'est-à-dire que plus on va être habitué jeune par notre famille, notre entourage, à aller au musée, plus on va avoir la capacité en tant qu'adulte d'y aller, ce qui se nomme le capital culturel. Et en fait, Roxane Mbanga, elle renverse un peu ce truc-là où finalement la chambre à soi, elle n'est pas qu'à soi, elle est aux autres. Elle présente un espace qui lui tient à cœur,
mais elle le propose en tant que lieu à investir. Donc on peut toucher et on peut photographier, ce qui sont en général aussi des codes de musée où on ne peut pas vraiment agir comme on le souhaite. Donc la salle de bain, j'ai choisi cette pièce pour qu'on aille un peu plus loin sur son travail, que je vais vous montrer juste après. Mais la salle de bain, en fait, c'est intéressant parce que c'est un lieu qui est domestique, qui est extrêmement familier à tous et à toutes. Et c'est un lieu de soins à soi, où en général on fait des gestes un peu inconscients, on le fait machinalement, mais c'est quand même un lieu dans lequel on passe du temps, et entre autres du temps avec soi. Les éléments visuels de cette pièce, pour l'artiste, s'inspirent de souvenirs personnels. Et entre autres, par exemple, des expériences de douche extérieures qu'elle a pu vivre dans ses voyages, donc soit dans les Caraïbes, soit en Afrique, où il y a une ambiance très particulière qui lui rappelle des choses qu'elle ne connaît pas forcément, par exemple en Europe. Où c'est pour ça, entre autres, qu'il y a aussi une composition sonore qu'elle a travaillé avec quelqu'un, où l'installation propose des sons captés de terrain. Donc il va y avoir des bruits de soins, ou des flûtes en bois, de l'eau, la mer lointaine. Plein de petits bruits comme ça qui vont être un petit peu dans l'ambiance de la pièce. Des insectes également. Et qu'elle a recueilli durant ses propres expériences en fait, de voyage. Et il y a également, on va le voir juste après, une petite radio qui diffuse des enregistrements intimes, donc de chants, de bruits de soins, de brossage de cheveux, etc. Donc voilà le devant de la pièce dont je vous parle, la salle de bain. Donc c'est une pièce dans laquelle on rentre. Toujours pareil, j'ai malheureusement pas pu déambuler autour, donc j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris à travers les lectures, mais j'aurais aimé en avoir l'expérience. Mais la première phase se présente comme ça, avec un univers coloré, qui peut paraître plutôt joyeux. Et donc on voit en bas une petite panière dans laquelle se retrouvent des produits de soins, entre autres de cheveux afro. Et on a ce dessin au mur qui est réalisé par l'artiste, où justement on a cette coupe du cheveu lâche, crépus, et de cette tresse, puisque le cheveu peut être aussi une source de discrimination pour les personnes noires. Donc en fait, elle met en avant comme ça un univers du soin à travers son regard et ses expériences. Donc là, on a l'envers de la pièce, donc on passe de l'autre côté. Et c'est l'espace de douche où finalement, après s'être pris soin du corps, des cheveux, on va passer à l'espace de douche où on voit comme ça un carrelage rouge sur fond jaune qui a été peint par l'artiste, une bassine pour recueillir l'eau, voilà, le nécessaire pour faire sa toilette, et un dessin de corps qu'on perçoit légèrement, entre autres le dessin du corps de l'artiste nu, pour rappeler cette espèce de moment intime de soin. Cette installation, elle est intéressante aussi parce qu'elle peut être activée par des ateliers collectifs, donc performés par des personnes qui viendraient jouer ce moment intime et à la fois de partage, dans une démarche aussi de réappropriation du regard et de mise en commun des récits corporels. Et elle tenait aussi, à travers son expérience, à la partager aussi avec d'autres personnes racisées qui connaîtraient, par exemple, l'idée du bruit de la mer, etc. Une expérience en fait qui pourrait être commune. Donc finalement, il y a l'idée de réactivation d'une mémoire collective au-delà des représentations sociales pouvant être problématiques, puisque par exemple le corps noir féminin peut être soumis à des stéréotypes extrêmement violents autour de la sexualité ou autre. Et là, il reprend en fait de la place et de la douceur. Il peut réinvestir en fait son identité de corps. Le regard, il devient espace de reconnaissance, de douceur et de soin. Alors, je passe à une autre artiste, une artiste qui vit à Toulouse,
qui est donc artiste plasticienne qui pratique la performance et l'installation. Son travail touche à des questions sociales autour de l'identité, des interactions et des relations sociales. J'ai eu l'occasion de la découvrir dans 2 lieux à Toulouse, à l'étage des abattoirs, donc sur l'exposition Mezzanine Sud, où il y avait une pièce entière qui était représentée. Peut-être que vous allez reconnaître, c'est pas celle-ci qui est présentée aujourd'hui, mais elle a un travail de broderie qui peut se reconnaître. Et également au BBB Centre d'Art, qui est un centre d'art à Toulouse, dans le nord de Toulouse. Et c'est cette exposition dont je vais parler aujourd'hui. Donc je l'ai vue l'année dernière, en 2024. Cette exposition, elle présente 2 pièces. Je vais en présenter une de suite et une un peu plus tard. Donc ça, c'est la partie la plus petite des 2 pièces qui était présente au BBB, qui s'appelle la cage molle. C'est un espace fait de broderies, de tissus qui sont relativement familiers. Hein. C'est un espèce de patchwork de napperons, un peu de grand-mère, ou vous savez, ces espèces de comment ça s'appelle, de torchons sur lequel il y a, on le voit légèrement sur l'image, hein, un Saint-Bernard avec le calendrier des vieux torchons. Et tout ça est brodé ensemble dans une atmosphère un peu de cabane. Donc assez confiné, on se glisse là-dedans et on se retrouve dans un espace assez bas avec des fauteuils un peu mous sur lesquels on peut s'installer et un néon au sol qu'on voit ici. Donc il y a une ambiance qui est un peu à double sensation. Il se trouve que lorsque j'ai visité cette pièce, parce que pour le coup je l'ai visitée, il y a eu une discussion avec les autres spectateurs autour des sensations qu'on pouvait ressentir. Et il y a eu deux types de sensations. La première, celle de vraiment d'un espace paisible, de douceur, un peu un cocon dans lequel on s'enferme et on trouve un espace un peu plus confiné pour soi. Mais à la fois, il y a une sensation d'enfermement, peut-être plus sur la durée, mais il y a quelque chose d'un peu bas de plafond avec une couleur très proche de celle de la peau, enfin une espèce de rose qui tire légèrement vers le bleu. Et finalement, cette cage molle, elle est un petit peu la symbolique d'un espace psychique du cerveau finalement. La cage qui serait notre crâne et où se trouverait notre cerveau à l'intérieur. Et cet espace, dans sa double sensation, il posait des questions intéressantes liées au fait que, à la fois, on peut se sentir libre d'un endroit et à la fois, on peut s'y sentir enfermé. Et ça renvoie un petit peu à cette idée que dans notre espace psychique, à la fois, on peut se créer des fermetures, des blocages, se dire j'en suis pas capable par exemple, ou à la fois avoir la possibilité de se convaincre de quelque chose dans une volonté, dans une force et de se donner le courage en fait d'une liberté. Donc finalement c'est un peu une métaphore de notre propre cage molle, de notre propre cerveau. Donc c'était assez intéressant. Et ces signes qu'on verra sur la deuxième pièce que je vous présenterai après. Broder, c'est un geste que je trouve très intéressant parce que c'est un geste qui est extrêmement ancien. Finalement, broder, c'est raccommoder, c'est tirer des fils, c'est attrait aux vêtements, aux gestes quotidiens et peut-être un peu enfermant autour de l'univers féminin, encore une fois. Une activité féminine qui, à une certaine époque, moi, quand je vais chez ma grand-mère et qu'elle me montre ses vieux vêtements, ils étaient cousus par sa propre mère, donc mon arrière-grand-mère, et c'était un travail relativement fastidieux. Donc c'est du temps et c'est un espace d'enfermement à la fois psychique, de soi à soi, mais aussi dans l'espace de la maison. Et aujourd'hui, en même temps, je trouve que c'est un geste d'affranchissement. C'est-à-dire qu'on peut broder, et on peut broder absolument tout ce qu'on veut. On n'a plus la contrainte de devoir broder nos propres vêtements, à part si on le veut, bien évidemment. Et comme ici, on peut créer des espaces sur lesquels on pose des questions sociales, des questions personnelles. Et finalement, on peut s'affranchir par quelque chose qui était une contrainte sur une émancipation.
Donc la broderie, longtemps déconsidérée, aujourd'hui c'est peut-être aussi un symbole de contre-pouvoir face à une histoire de l'art qui est relativement écrite par des hommes. J'ai acheté un bouquin sur la broderie parce que c'est une technique qui m'intéresse beaucoup, où il y a tout un tas de propositions d'artistes. Et en fait, finalement, il n'y a quasiment aucun homme qui brode. Il y en a évidemment, mais il y en a très peu. Et on se rend compte qu'il y a aussi une grosse symbolique dans le fait de pouvoir utiliser ce geste, mais l'utiliser pour s'émanciper finalement de ce qui était à la base une contrainte. Et je trouve ça intéressant de créer une force avec ce qui initialement est contrainte, créer comme un renversement, un contre-pouvoir. Et les artistes brodeuses, elles se réapproprient le geste et finalement elles créent un contre-geste pour parler de sujets qui les intéressent. Donc on va passer au deuxième temps de cette conférence, un espace intime et politique. L'art, c'est un moyen d'expression privilégié de l'intime. On l'a vu à travers l'histoire de l'art, on va le revoir rapidement ici. C'est un cadre propice en tout cas à une mise en scène de cet intime. Et effectivement, à partir des années 60 et 70, il y a un courant d'artistes féministes qui vont s'en emparer, et notamment de cette notion de l'espace à soi, et proposer des actions avec des enjeux qui se veulent politiques. Et je pense notamment à Louise Bourgeois, qui explore à travers des sculptures, des installations, tous ces traumatismes liés à l'enfance, à la relation qu'elle a avec son père. Donc elle utilise vraiment l'art pour... et toutes ces questions qui sont relativement intimes pour presque un peu à titre thérapeutique, hein. Enfin, on peut le dire même. Donc ces espaces l'aident à reconquérir sa propre identité. Je pense aussi à Sophie Calle, qui déconstruit la frontière entre le public et le privé en exposant son intime, hein, donc avec tout un tas de propositions, de pièces qui partent d'elle-même, de sa propre expérience, où elle va donc par exemple payer un détective pour la suivre. Enfin, elle a tout un tas d'œuvres qui attestent de ce regard un petit peu entre privé et public, et elle joue un peu toute sa carrière là-dessus. Et donc l'espace à soi devient une forme de résistance à la domination patriarcale. Occuper l'espace, c'est se réapproprier le droit d'exister et de se raconter. Pour ce faire, j'ai pensé à l'artiste Tracy Emin, qui donc est née en 1963 et qui propose notamment cette pièce en 98, il me semble, oui, 1998, qui s'appelle My Bed, qui a fait largement polémique. Bon, il faut savoir qu'elle fait partie d'un collectif d'artistes, les Young British Artists, qui sont des artistes des années 90, dont il y a Damien Hirst et plein d'autres, qui sont vraiment des artistes qu'on peut appeler un peu sensation, qui aiment bien provoquer. Et My Bed va être un petit peu dans cet esprit-là. Il s'agit d'un lit, entre autres de son lit, complètement défait, entouré d'objets hyper intimes. Donc on va avoir ses draps tachés, salis, des bouteilles vides, des sous-vêtements, des cigarettes, des préservatifs et des photos. Tout ça très désordonné autour de son propre lit et exposé à même au milieu du musée. Mais ce désordre, finalement, il matérialise un espace personnel et relativement intime. À la fois un refuge et un champ de bataille intérieur. On peut imaginer qu'elle a passé de longtemps, et entre autres un temps de dépression, autour de ce lit comme refuge. My Bed, c'est une œuvre qui est manifeste du droit à l'espace personnel comme un espace de création et d'expression. On n'a pas besoin de faire croire que l'espace de création est un espace de dorure et de pétales de rose. Non, ça peut être un espace de souffrance critique, et c'est ce qu'elle nous amène à regarder vraiment de front. Donc finalement, elle redéfinit l'espace à soi, non pas comme un lieu isolé et apaisé, mais comme un territoire du chaos intérieur ici, de la sincérité et du corps qui vit au milieu de ce chaos.
En exposant son lit, l'artiste rend visible ce que la société cache, la réalité émotionnelle et physique d'une femme artiste et de son quotidien, quoi. Son œuvre devient une réappropriation du regard et une affirmation, une acceptation du moi féminin et une déclaration qui est politique. L'intime, le désordre, la douleur sont aussi des lieux de l'art. Donc ici, c'est une seconde pièce qu'elle a présentée avant, en 1995, qui a également pour but un peu de secouer les foules, hein. Donc c'est une petite tente bleue ouverte dans laquelle sont collés des noms de personnes et entre autres des noms de personnes avec qui elle aurait dormi et entre autres au vu du titre I have ever slept with, des personnes avec qui elle aurait couché. Donc il se trouve que c'est pas vraiment le cas puisque par exemple il y a le nom de sa grand-mère, donc j'espère pas. Mais c'était vraiment cette idée de provoquer et de placarder des noms et d'être comme ça dans une forme de mise à nu en fait de son espace extrêmement intime, celui d'un espace encore du dodo, de l'endroit où on va se replier. Donc l'atelier devient chambre, on peut y voir un geste aussi féministe en posant un peu carte sur table. Ben voilà, ça c'est moi, c'est les personnes avec qui j'ai dormi, peut-être couché aussi. Et de se réapproprier finalement son corps et le regard de l'autre, puisqu'elle le dit, il n'y a plus rien à dire finalement. C'est un espace psychique qui est matérialisé dans toute sa brutalité. Et c'est un espace à soi comme territoire aussi de résistance. Donc là, on change de registre et on va parler d'une artiste que j'ai découverte à Arles aux rencontres photographiques cet été. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer. J'ai découvert beaucoup d'artistes qui m'ont touchée et que je risque de présenter sur ce cycle de conférences. Ici, il s'agit d'Agnès Geoffrey qui a travaillé en collaboration avec Vanessa Desclaux. Qui est critique d'art et commissaire d'exposition, Vanessa Desclaux. Agnès Geoffroy est artiste. Cette exposition s'appelait « Elle oblique, elle obstine, elle tempête ». Donc j'ai pas de visuel à proposer pour cette œuvre, mais je vais essayer d'être la plus claire possible pour la décrire. Donc Vanessa Desclaux, donc critique et commissaire d'exposition, a collectionné des documents d'archives autour de ce qui s'appelle les pensionnats de préservation. C'est des pensionnats qui ont bien eu lieu en France entre 1850 et 1960 à peu près. Je crois qu'il y en a eu 3. Et c'est des pensionnats dans lesquels étaient enfermées des jeunes filles mineures, entre autres, essentiellement, pour cause de mauvaise conduite, attitude dépravée, des choses qui n'étaient pas vraiment justifiées, mais qui étaient actées par le père de famille. Et ces pensionnats, comme vous pouvez l'imaginer, ils étaient extrêmement sévères et stricts. Et dans l'exposition, on rentrait, il y avait tout un tas de documents d'archives qui étaient présentés à même le mur et qui étaient jonchés entre les photos d'Agnès Geoffrey que je vais vous présenter après. Des documents d'archives qui retracent des articles de presse, de police, qui parlaient de faits autour de ces jeunes femmes et de leur attitude déplorable et de tentatives de fuite, et aussi de la manière dont elles étaient traitées, puisqu'il y avait des rapports des bonnes sœurs qui tenaient ce lieu, qui étaient extrêmement exigeants et sévères, donc des enfermements parfois affamés, et puis des vêtements très rigides, etc. Bon, très peu, pas d'affection évidemment, et du coup, effectivement, il y a eu beaucoup de tentatives de fuite de ces lieux. Et Agnès Geoffrey, qui s'est emparée un peu de ce sujet, a décidé de créer une série photographique à partir de ces archives-là. Donc à la fois, il y avait des archives exposées au mur, et à la fois, il y avait des photos d'Agnès Geoffrey,
qui présentait une réinterprétation en fait, de cette histoire-là avec des jeunes femmes contemporaines où elle recontextualise, recadre et finalement réactive un petit peu la lutte et la résistance de ces jeunes femmes-là. Donc ces photographies, elles montrent des gestes et des mouvements de ces jeunes femmes, donc avec des habits d'époque, où par exemple, je pense à une des photographies où on voit une jeune femme faire le poirier, donc la jupe qui lui tombe sur le visage, et qui fait un petit peu renversement, geste de résistance autour de ce lieu où il fallait avoir une attitude absolument exemplaire pour ne pas en subir les conséquences. Également une autre jeune fille qui se jette dans le vide, qui finalement représente aussi cette résistance face à autant d'autorités et de conséquences qui en découlent, mais de s'échapper, d'essayer de garder en fait leur esprit malgré tout et de ne pas s'éteindre au milieu de tant de rigueur. Donc ces gestes sont représentés par des actions et c'est assez percutant quand on lit, on prend le soin de s'approcher parce qu'il y a aussi quelque chose de très visuel, le fait de s'approcher, de lire des cas qui sont réels et puis entremêler de photos qui parlent de ces gestes aussi de résistance pour pas avoir que aussi du pathos autour de ça, c'est très fort. Elle crée finalement un espace de visibilité qui, pour des figures féminines effacées, marginalisées et anonymes. Elle leur redonne un peu aussi une consistance et une légitimité de combat au milieu de ce qu'elles ont pu subir. Son travail ne consiste vraiment pas à illustrer en fait ce qu'on pourrait imaginer, mais vraiment à donner lieu et corps à des présences qui sont finalement absentes et oubliées aujourd'hui. Donc cette œuvre, finalement, elle propose une réflexion sur l'espace à soi en tant que lieu de résistance, de créer un espace de parole. Là, l'espace, il était contraint et régi par des règles extrêmement strictes. Il n'y avait pas d'espace à soi. Donc le seul, c'était des petits gestes, des communications presque silencieuses entre ces jeunes femmes qui partageaient ce même quotidien et qui finalement sont remplis de résistance autour de cette maltraitance et d'humiliation quotidienne. Donc je vous invite à aller voir les photographies de ce travail-là qui est assez touchant. Bon, ça va pas être extrêmement joyeux, mais je vais continuer dans une autre pièce qui m'a bouleversée l'année dernière, que j'ai vue au BAL à Paris, qui est un lieu qui expose essentiellement de la photographie, je crois. Qui s'appelait Mass of Hysteria de Laïa Abril. Donc elle s'est tenue finalement entre le 17 janvier et le 18 mai. Pareil, vous avez des visuels à trouver très simplement sur Internet. Et c'est en fait le dernier volet d'un projet de longue durée de l'artiste dont le projet s'intitule A History of Misogyny. Elle a réalisé un autre projet avant ça, je crois, sur l'avortement, que je n'ai pas vu, mais qui avait l'air très intéressant. Donc dans ce projet-là, Mass of Hysteria, c'est une artiste chercheuse et elle explore les phénomènes d'hystérie collective, entre autres. Donc les phénomènes d'hystérie collective, c'est des troubles physiques, entre autres, là on va le voir, des troubles psychosomatiques massifs qui touchent une majorité de jeunes femmes, entre autres beaucoup des adolescentes dans les cas présentés ici, sous forte contrainte sociale et institutionnelle. Donc je vais vous présenter un peu les cas qui ont été présentés au BAL. En fait, le BAL, il faut imaginer qu'on arrive dans un espace couloir un petit peu qui est caché par un rideau sur la droite où on entendait une vidéo qui nous était demandé d'aller voir à la fin. Donc on passe notre chemin, on lit le cartel de présentation et on descend dans un sous-sol. Donc il faut imaginer que c'est déjà un espace qui est très enfermé, qui peut être un peu claustrophobique pour être sensible à ça. Et dans cet espace, il y avait 3 hublots, 3 comme petits carrés de 5 mètres carrés, dans lesquels étaient présentés 3 cas différents. Donc évidemment, avant, on nous explique qui est l'artiste, quelle était sa recherche, quelle était l'idée de travailler sur cette hystérie collective. Et au fur et à mesure, on déambule en fait dans ces 4 blocs. Et tout autour, sur tous les murs de l'exposition, étaient exposés également des
des petits calepins avec les dossiers médicaux qui traitaient de l'hystérie donc, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. L'hystérie est plus considérée vraiment comme une maladie mentale, mais en tout cas toute l'histoire qui en découle jusqu'à 2020 par là. Donc il y avait, moi j'ai commencé un petit peu à regarder ces dossiers avec des lumières un peu comme celle-ci, très intrusives, et je me suis sentie vraiment dans une posture d'intrusion. On est sur des cas médicaux, les choses qui sont écrites elles sont relativement dures, donc ça met déjà dans une ambiance qui est un peu glaçante. Et ensuite on rentre dans chacun de ces 3 cubes. Le premier qui présente le cas de jeunes femmes mexicaines, donc en 2007, c'est des cas avérés, d'une épidémie de paralysie des jambes dans un pensionnat catholique pour jeunes filles. J'ai compris après coup que c'était ces fameux pensionnats comment on appelle ça, ces lieux dans lesquels on essaie d'effacer les origines autochtones des habitants des pensionnats d'éducation coloniale finalement. Et en fait, ces jeunes femmes ont toutes été prises d'une paralysie des jambes ensemble. Elles ont été hospitalisées et ça a duré des mois comme ça. Donc déjà, c'est assez étrange de découvrir ce phénomène. Ensuite, quand on rentre, il y a un texte qui défile avec les paroles des jeunes filles qui expliquent ce qui s'est passé et des articles de journaux qui expliquent aussi leur point de vue. Donc on est confronté avec beaucoup de points de vue à la fois judiciaires, à la fois intimes, ceux de l'entourage de la famille et des jeunes filles avec le recul. Et on est un peu dans un état dissonant comme ça, de vertige de face à cette information qui est relativement étrange. Et ensuite, on passe donc dans un autre endroit où c'est le cas de Cambodge, dans une ville où avait lieu, où en fait il y avait besoin de renforts pour répondre à la fast fashion, donc aux usines de vêtements de très mauvaise qualité qui font polémique en ce moment. Et des jeunes femmes qui travaillaient, pauvres prises de la campagne, qui travaillaient dans des usines à 200. Elles ont également été sujets à des évanouissements. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, elles ne se faisaient pas aller aux toilettes parce qu'il y avait des cas de viol, etc. Et en fait, on lit comme ça plein d'informations, on comprend les violences finalement qui ont été faites à toutes ces personnes-là. Et le dernier cas, il est aux États-Unis. Je m'en souviens vaguement quand ça avait eu lieu en 2012, donc une épidémie de tics, donc des tics compulsifs de jeunes filles dans un lycée américain, pour le coup dans un endroit plutôt bourgeois, enfin modéré, et incompréhension, la police qui soupçonne que ce soit complètement faux, que c'est des jeunes filles qui s'amusent, etc. Donc pareil, en fait, avec l'accumulation, on a une lecture un peu qui rejoint un point central d'une violence faite aux femmes, tout simplement. Donc moi, après un peu ce vertige-là, je suis vite remontée et on finit par cette vidéo dont on peut enfin aller voir. Et là, il n'y a rien d'autre que des images. Donc un grand mapping, 3 grands écrans sur lesquels sont projetées des manifestations de femmes dans le monde entier et 2 petits moniteurs devant qui de temps en temps font du bruit et se réactivent et où on voit ces cas de jeunes femmes en crise d'hystérie collective. Donc il y a une discussion entre les 2 écrans et des moments de silence. Et c'est en fait extrêmement accablant parce que tout ce qu'on ne comprend pas en bas, on le comprend en haut. Et il n'y a pas besoin de mots, il y a juste besoin d'images face à tous ces discours qui sont proposés en bas, à la fois de manière un peu objective par les médias, les témoignages des jeunes filles qui sont très troublées, la famille qui ne comprend pas. Et en fait, en haut, on voit des manifestations dans le monde entier pour les droits et le respect des femmes liées à toutes les violences qu'elles peuvent subir dans le monde. Et en fait, on regarde et il y a comme un tilt qui se fait naturellement sur la compréhension de l'œuvre qui est finalement le témoignage des violences faites. Oui, évidemment que je perdrais potentiellement l'usage de mes jambes ou je développerai des tocs si je subis des violences quotidiennes. Ça fait écho et forcément, d'autant plus, alors j'imagine que plein d'hommes peuvent partager ça aussi, mais c'est vrai que quand on est une femme, c'est très touchant de le vivre. Donc le BAL, si vous ne connaissez pas, c'est un lieu qui fait des très très belles expositions. La suivante, Nous autres, était très belle aussi. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, mais j'espère. Mais le parti pris est très engagé et très fort.
Bon, c'est un petit peu ce que j'ai raconté en hâte, cette histoire de mise à disposition des dossiers médicaux, de sensations confuses dans l'expérience. Donc je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien revenir à Mélodie Bajot, dont je vous ai présenté le début de pièce tout à l'heure, La Cage Molle. Donc c'est toujours au BBB. En fait, quand on entre dans une immense pièce qu'on va voir juste après. C'est une œuvre qui a été le fruit d'une résidence sur territoire, donc entre autres dans les quartiers nord de Toulouse, vers Bordeaux-Rouge, tous ces coins-là. Qui a été intitulé Self Party. Donc l'artiste est parti dans les quartiers nord de Toulouse dans l'idée de faire une petite enquête un petit peu presque sociologique où elle invite les habitants du quartier à réfléchir sur le rôle leur rôle dans la vie finalement quotidienne à travers des gestes symboliques. Donc ça peut aller de un câlin à un baiser qu'on envoie, ou tout un tas de gestes qui finalement ont été créés en signalétique par l'artiste et brodés à même les murs qu'on voit ici. Donc cet alphabet, en quelque part, finalement, c'est une espèce de cartographie où elle, à travers des gestes, elle présente une émotion singulière d'une personne qui l'a partagée avec elle dans l'espace de la rue lorsqu'elle a fait son petit interrogatoire dans les quartiers nord. Et elle les a tous gravés ici sur une plaque au milieu de la salle d'exposition et on voit comme ça, comme presque un peu des hiéroglyphes dont on ne comprend pas trop le sens. Et finalement, quand on se rapproche, on arrive à deviner des postures humaines un peu ça et là. Et finalement, c'est proposé à tout un chacun et on peut se le réapproprier à partir du coup d'une pensée et d'une émotion d'une personne. Donc il y a l'idée aussi de partager un peu ces espaces-là et de nourrir par les gestes les sensations collectées auprès des participants. Donc là, on voit la salle dans sa globalité. Donc on rentre et il se trouve que pour le coup, le BBB a une contrainte dans leur lieu d'exposition qui peut être aussi un avantage, c'est qu'ils ont le plafond quadrillé. Et ce qui a permis finalement de continuer l'espace comme ça, de quadrillage, qui peut être un peu, symboliquement parlant, l'idée du cadre social dans lequel, les cases dans lesquelles on peut se mettre socialement. Et elle a finalement scotché toute la pièce, mur et sol, pour continuer ce cadre qui était à la base une exigence du lieu. La pièce s'appelle « On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus » et elle suggère vraiment une approche synesthésique de l'espace où tous ces signes qu'elle a intimement vécus et dont les habitants ont partagé avec elle ce moment, elle va les broder sur l'espace d'exposition, toujours un peu entre deux cases, comme si finalement ça ne rentrait pas dans la case. Donc c'est forcément un espace sensible qui est fait de formes. On a aussi du tissu de nouveau, de la couleur et beaucoup de poésie. Quand on déambule, en fait, on a l'impression de prendre des bribes d'histoire d'un peu tout un chacun. Et c'est partagé, traversé. Et il y a à la fois cette idée d'intime d'une personne qui a raconté son histoire, mais aussi de collectif à travers ce qu'on peut ressentir. Et on peut voir la traduction en fait du geste qui a été brodé. Et effectivement, des fois, il y a des choses qui peuvent apparaître comme très dures de sensations, de vécu qui ont pu être partagées. Et finalement, cet espace, il ne se clôt pas. Il propose le trouble tel qu'il est, et même s'il ne rentre pas dans des cases, et finalement, il danse un peu d'un espace à l'autre. Donc, je trouvais que le titre de la pièce était vraiment un bienvenu. On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus. On sent quelque chose de vraiment synesthésique à travers la couleur, la forme, où finalement, on peut représenter le monde à sa manière et pas forcément tel qu'on le voit à travers ici l'espace du BBB qu'on traverse. Je vous invite à aller voir son travail, il est très riche. Pour finir, finalement, on a traversé au sein de l'histoire de l'art
beaucoup de sujets autour des femmes, parce que l'espace a quand même été majoritairement réservé aux personnes privilégiées, et dedans il y a effectivement les hommes. Donc c'est intéressant d'apporter aussi ce regard vers autre chose. La notion d'espace à soi dans l'art représente cette exploration artistique des personnes minoritaires, une lutte et une affirmation de soi et aux autres à travers la création artistique. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.